Personne ne gagne vraiment en respectant les règles ici. Et pourtant, tout le monde continue de signer. À 3 heures du matin, devant un écran gelé sur un contrat de 200 pages, Marc Delattre, avocat sportif, comprend que Miami vient de voler un match que personne n'a joué. Marc, dont le nom a été recréé à des fins narratives, épluche pour un client un dossier sur les droits TV du college football. Il s'attend à un bras de fer classique entre Florida State, Clemson et la conférence ACC. Il tombe sur autre chose. Des lignes sèches, un paragraphe obscur, un engagement jusqu'en 2036. Et au milieu, une phrase qui transforme une simple conférence en prison. Et en coffre-fort pour Miami. Sur son bureau, Marc aligne 3 feuilles. Sur la première, les estimations de revenus futurs de la SEC. Sur la deuxième, celle de la Big Ten. Sur la troisième, l'ACC. Les chiffres dégringolent. En août 2019, l'ACC Network se lance avec ESPN. Pour les petites facs, c'est la survie. Pour les grandes, c'est une laisse. Florida State et Clemson ont signé le même Grant of Rights que Boston College ou Wake Forest. Même verrou, même cadenas. Sauf que ce verrou, s'il tient jusqu'en 2036, condamne les 2 mastodontes. Et garantit à Miami une chose monstrueusement simple. Personne de plus gros ne pourra venir la piquer à l'ACC sans exploser la banque. Marc pose son stylo. Il connaît la version officielle. Hypothèse A, la rassurante, celle que tout le monde répète dans les couloirs des conférences. L'ACC a fait ce que tout le monde fait. Sécuriser ses membres, ses revenus, la visibilité de son réseau. Un contrat long avec ESPN, une redistribution égalitaire, un Grant of Rights qui verrouille les droits médias pour que personne ne file à la SEC au premier coup de vent. Florida State et Clemson ont joué le jeu, encaissé l'échec, profité des antennes. Miami, de son côté, n'a rien braqué. La fac a signé le même papier que les autres, accepté les mêmes contraintes. Dans ce récit-là, il n'y a ni victime, ni voleur. Juste un pacte collectif. Cette version explose en une phrase quand Marc fait le calcul de ce que perdraient FSU et Clemson, année après année, par rapport à la SEC, pendant que Miami reste protégée par le même cadenas, mais sans être celle qui cogne dessus en justice. Le décalage devient concret. Hypothèse B, plus tordue. Et si le vrai coup n'était pas dans la signature, mais dans le timing et le silence? L'ACC se bat pour maintenir le contrat jusqu'en 2036. Florida State ouvre les hostilités en Floride, puis Clemson en Caroline du Sud. Les unes parlent d'inconscionnables, de pénalités disproportionnées, de liberté ligotée. L'ACC, elle, s'accroche à la Caroline du Nord, à ses clauses de juridiction, à ce qu'elle présente comme un accord clair. Dans tout ce vacarme, Miami ne mène aucune offensive juridique publique. Elle ne s'expose pas aux tribunaux, ne dépense pas des millions d'honoraires pour casser le système. Elle laisse FSU et Clemson se brûler les ailes sur le Grant of Rights. Marc aligne les éléments. Tant que le goer tient, l'ACC garde la main sur les droits télé de FSU et Clemson, même si elles partent. Tant qu'elles ne partent pas, elles restent pieds et poings liées à un deal moins payant que la SEC ou la Big Ten. Et qui bénéficie le plus d'un paysage où les 2 programmes qui attirent la SEC et la Big Ten sont coincés dans une guerre juridique, incapables de bouger rapidement, avec un écart de revenus qui les ronge. Un programme historiquement glamour, situé dans un marché énorme, dont le passé vante à la télé aussi bien que son présent. Miami. Le contraste s'installe. Marc se met à douter. Peut-être que la montée de Miami n'a plus rien à voir avec des titres sur le terrain, mais avec le fait d'être assise dans la bonne prison pendant que les autres enfoncent la porte à coups de tête. Hypothèse C, celle qui dérange vraiment. Et si le plus grand braquage n'était pas que Miami profite du piège, mais que, structurellement, le système entier a été dessiné pour que quelques marques comme Miami puissent prospérer précisément parce que des géants comme FSU et Clemson sont cloués à un modèle ruineux à long terme. Le braquage, ce ne serait plus un club contre un autre. Ce serait un deal télé qui utilise tout le monde pour sanctuariser quelques vitrines. Et là, tout ce que Marc croyait comprendre des gagnants du college football se renverse. Il laisse le dossier ouvert. Le lendemain, Marc se rend dans une salle de réunion vitrée au dernier étage d'un cabinet à Charlotte. Dehors, la ville ressemble à n'importe quelle autre métropole américaine. À l'intérieur, les visages ont la même tension que sur un banc de touche à 15 secondes de la fin. Autour de la table, des représentants d'universités qui ne veulent pas que leur nom sorte. Une juriste d'une fac moyenne de l'ACC lui demande d'une voix neutre. « Alors, on est coincé ou pas ?» Marc ouvre son ordinateur, mais c'est ailleurs que ça bloque. Il l'a compris en relisant, la nuit précédente,
le dossier sur le départ de Maryland vers le Big Ten. La conférence avait attaqué, exigé une exit fee délirante. Résultat, un contentieux, des années de friction, une facture finale ramenée à un peu plus de 30 millions, loin des rêves initiaux de l'ACC. Le précédent a vacciné tout le monde. Cette fois, la conférence ne veut plus perdre la face. Elle a besoin de montrer aux diffuseurs, aux autres membres, aux futurs recrues comme Stanford ou SMU, qu'un contrat signé reste une chaîne fermée. Le mur n'est pas juridique, il est politique. Un seul point de rupture, la peur panique de l'ACC de devenir la prochaine Pac-12, vidée de ses membres phares. Si FSU ou Clemson s'échappent à bon compte, les autres programmes majeurs regarderont la SEC et la Big Ten autrement. Les avocats peuvent plaider pénalité excessive, vieille clause contestable. Mais tout le monde sait ce qui se joue vraiment. Si le tribunal casse le cadenas, c'est le modèle même du Grant of Rights qui vacille partout dans le pays. Dans la pièce, quelqu'un fait glisser un classeur trop lourd qui vient heurter l'os du poignet de Mark. La douleur est sèche, aiguë, presque ridicule. Et pourtant c'est exactement ça. Une petite secousse qui rappelle que derrière les PowerPoint, il y a des corps, des salaires, des présidences d'université, des entraîneurs à 10 millions par an qui, soudain, peuvent se retrouver à coacher dans une ligue inférieure. Mark détaille la seule chose qui compte. Si l'ACC lâche sur le Grant of Rights, les diffuseurs revoient les deals. ESPN a mis de l'argent sur une stabilité jusqu'en 2036, pas sur un alignement improvisé où les têtes d'affiche s'enfuient. Les autres conférences observent. La Big 12, qui a aussi son propre GOR, a besoin que l'ACC tienne. Le moindre affaiblissement juridique, et voilà que chaque université majeure peut envoyer ses avocats pour tester les limites. C'est ça, le mur. Il ne protège pas seulement l'ACC, il protège un ordre national. FSU le sait, Clemson le sait, mais elles n'ont plus le luxe d'attendre. L'écart de revenus annoncé avec la SEC et la Big Ten n'est pas une ligne théorique. Dans les budgets internes de FSU, des colonnes rouges commencent à apparaître dans les projections à 5 ans. Installation à rénover, staff à étendre, NIL à alimenter. Tout repose sur une promesse. On trouvera un moyen de combler le trou. L'ACC, elle, répond avec des gestes symboliques, des expansions lointaines vers Stanford et Cal, des discours sur l'empreinte nationale. Rien qui rattrape un contrat figé jusqu'en 2036. Le mur, pour Mark, se matérialise dans une phrase que lui a glissée un administrateur d'université off the record. On doit choisir si on veut mourir vite en rompant ou lentement en restant. Il ne peut pas la citer, mais tout son raisonnement en dépend. Ce n'est pas une bataille d'interprétation contractuelle. C'est un choix entre deux façons de perdre. Et c'est précisément dans cette impasse que Miami s'est installé, confortable, presque intangible. Miami n'a pas la même urgence que FSU ou Clemson. Moins de titres récents à défendre, mais une marque, un marché, une histoire qui vend encore des abonnements aux diffuseurs. Tant que l'ACC existe avec ses gros noms, la chaîne dédiée garde une valeur. Tant que d'autres programmes se battent en justice, Miami peut investir dans ses infrastructures, son recrutement, ses deals NIL, sans avoir à financer une guerre juridique sur 3 États. Ce soir-là, en quittant la salle, Mark sent encore la douleur dans son poignet. Un petit bleu va apparaître. Rien, à l'échelle des milliards en jeu, mais assez pour lui rappeler que cette histoire ne se résout pas par un « il n'avait qu'à ne pas signer ». La seule raison pour laquelle personne ne bouge vraiment, ni FSU, ni Clemson, ni l'ACC, c'est ce mur invisible, l'ordre national des droits TV, que personne ne veut être le premier à fissurer officiellement. Et au milieu, Miami attend. Le temps travaille pour elle. Les experts en droit sportif qu'interroge Mark arrivent presque tous à la même conclusion. Sur le papier, un Grant of Rights bien rédigé, adossé à un diffuseur majeur, reste extrêmement difficile à briser avant son terme. Un juriste spécialisé en droit public nuance pourtant en privé. Le statut d'université publique comme FSU ou Clemson, selon certains États, ouvre des failles potentielles sur la durée et la portée de leur engagement, ce qui pourrait permettre à long terme une sortie moins coûteuse que prévu. Mais ce que ces experts refusent d'admettre publiquement, c'est leur crainte commune que si un tribunal démontre trop ce type de contrat, l'économie entière du college football bascule dans une forme de marché libre permanent où plus aucun accord de droit TV n'est réellement sécurisé au-delà de quelques années. Le scénario les suit.
Retour à l'écran de Mark. Sur la gauche, la plainte de Florida State, avec ses attaques frontales contre le Grant of Rights et la withdrawal fee jugée délirante. Sur la droite, celle de Clemson, plus chirurgicale, qui dissèque chaque mot du contrat pour tenter de limiter la portée de la cession de droits après un départ. Au milieu, les communiqués de l'ACC, calmes en apparence, rageurs dans le sous-texte. Pendant des années, Mark avait cru à une histoire simple. Les grandes écoles créent la valeur, les petites chevauchent derrière, les conférences essayent d'équilibrer. Celui qui génère le plus d'audience finit par rejoindre la conférence la plus riche. Une sorte de gravité naturelle du marché. Ce qu'il voit maintenant, c'est autre chose. FSU et Clemson, programmes majeurs, champions récents, sont ligotés à un contrat qui favorise la stabilité de la structure avant leur propre intérêt économique. La vraie gravité, ce n'est pas la taille du programme, c'est la solidité du papier. Et dans ce système, Miami vient d'être propulsée à un niveau auquel elle n'a pas encore besoin de justifier par des trophées récents. L'ACC a besoin de vitrines séduisantes à vendre à ESPN, surtout si 2 de ses poids lourds s'embrassent juridiquement. Miami coche toutes les cases, marché gigantesque, héritage culturel, potentiel explosif si les dollars affluent enfin à la bonne échelle. Tant que FSU et Clemson sont empêtrés dans des tribunaux de Floride, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, le rapport de force interne change. Ce que Mark croyait vrai s'effondre. Il pensait qu'un braquage dans le college football, c'était un programme qui fuyait vers un contrat plus lucratif en écrasant une clause de sortie à coups d'avocat. Là, le braquage fonctionne à l'envers. Miami n'a pas fait sauter le coffre. Elle a laissé les autres se cogner dessus jusqu'à ce que l'ACC réalise qu'elle a, déjà chez elle, une marque capable de jouer le rôle de tête d'affiche sans réclamer un ticket de sortie. Ce qui reste, à la place, est plus sombre et plus étroit. Les ambitions de FSU et Clemson ne dépendent plus seulement de leurs résultats sur le terrain, ni même de ce que la SEC ou la Big Ten désirent. Elles dépendent d'un juge prêt à prendre le risque de déstabiliser un modèle économique national. Elles dépendent aussi de la peur d'autres présidents d'université qui regardent leur propre Grant of Rights et se disent « Si on laisse tomber celui-là, le nôtre sera le prochain ». Le sport, soudain, ressemble davantage à une succession de clauses et de forums compétents qu'à des troisièmes tentatives et des Hail Mary. Pour Miami, la révélation est presque cynique. La fac découvre qu'elle peut redevenir centrale sans avoir encore gagné ce qui, dans l'ancien monde, donnait le droit de parler fort. Non pas parce qu'elle a triché, non pas parce qu'elle a mis en place un plan secret, mais parce qu'un système rigide génère mécaniquement des gagnants inattendus. Plus la cage se referme sur FSU et Clemson, plus l'ACC, ESPN et le marché regardent vers les programmes restants qui peuvent incarner un futur vendable. Et là, le logo U surgit naturellement. Mark reste bloqué sur une question, qui claque comme un coup dans le silence de son bureau. Dans un college football gouverné par des contrats téléverrouillés, est-ce que le terrain a encore le pouvoir de décider qui mérite vraiment d'être au sommet? Dans un stade presque vide, très tôt le matin, la pelouse de Miami est encore humide, les lignes blanches à moitié effacées par la rosée. Une équipe de nettoyage pousse lentement un chariot métallique qui grince sur le béton. Au loin, un écran géant diffuse en boucle un highlight silencieux d'un ancien titre, couleur saturée, image légèrement granuleuse. Sur le bord du terrain, une liasse de feuilles imprimées, oubliée sur une chaise en plastique, frissonne à chaque courant d'air sans que personne ne la ramasse. Le jour finira par se lever.